Bonjour à tous, bienvenue sur le Cyclisme Performance podcast. Aujourd'hui, je reçois Maxime qui fait partie de Cyclisme Performance, comme moi, comme Rémi aussi, on est trois derrière Cyclisme Performance. Plutôt que de s'appeler et de parler entraînement, j'ai décidé qu'on enregistre notre appel et qu'on parle entraînement ensemble, puisque Maxime, il entraîne aussi l'équipe Van Rysel-Roubaix au niveau Conti depuis le début de l'année. Donc voilà, il a pas mal de choses à nous raconter. Maxime, ouais, si tu veux te présenter peut-être un petit peu pour ceux qui ne te connaisseraient pas. Salut Mathieu, bon, merci pour l'invitation pour ce podcast. La présentation, parce que moi j'étais passé sur le podcast il y a bien longtemps, au tout début. Donc pour faire rapide au niveau universitaire, j'ai fait ma licence STAPS à Amiens. Ensuite j'ai basculé à Besançon pour le master pour être auprès de ou apprendre auprès de Fred Grapp, Anthony Bouillot, Julien Pinot, croiser toutes ces personnes-là, Théo Ouvrard, Joseph Berlin-Sémon avec qui j'étais dans la même promo, qui est maintenant chez FDJ. Et du coup, dès la fin de mon master, je me suis lancé en tant qu'entraîneur indépendant. Et là, depuis le 1er janvier, je suis l'entraîneur responsable du pôle perf de l'équipe Van Rysel-Roubaix. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on avait fait un podcast ensemble au tout début, il y a bien 5 ans peut-être du coup déjà. C'était ça a été les débuts de cyclisme performance. Et c'est comme ça après qu'on s'est connus et qu'on a commencé C'est à ça. travailler ensemble. Ouais. Et donc ouais, Roubaix là depuis cette année, tu as entraîné aussi des pros avant, mais Ouais, ouais, du j'ai coup pas entraîné. indépendant. Ouais, ouais, bon, mon principal fait d'armes, on va dire, c'est Jordan Jegat avec qui j'ai bossé 5 ans jusqu'à son passage chez Total Energy. Donc voilà, entre le fait d'avoir mon premier coureur qui passe chez les pros, de pouvoir entraîner un coureur chez les pros, et aujourd'hui voir son évolution et de se dire, ouais, il fait top 10 du Tour de France l'année dernière, ouais, c'est plutôt pas mal. Et on va pas dire pas que j'en suis fier, mais je suis content d'avoir pu croiser sa route et bosser avec lui et de se dire, voilà, j'ai participé à son évolution. Je dis pas que c'est grâce à moi qu'il en est aujourd'hui, mais je me dis que mon travail est récompensé parce qu'au final, il a progressé, il a franchi les étapes de Conti, Pro Team, et aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui aimeraient bien l'avoir Ah oui. dans leur rang pour avoir un gars solide pour le général du Tour. Donc voilà, je suis content de voir ça. Ouais, non, mais c'est clair, ouais, sacrée évolution ouais, de Jordan. Et puis bah, ça commence souvent comme ça quand on met un pied dans l'entraînement des pros. Voilà, c'est un ou deux coureurs par-ci par-là. Alors peut-être que maintenant ça va être de plus en plus compliqué parce que même au niveau Conti, les équipes Conti ont des entraîneurs, bah, comme toi, Van Rysel-Roubaix. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, toutes les équipes Conti n'avaient pas d'entraîneur. Donc forcément, les mecs faisaient des appels à des entraîneurs individuels extérieurs. Donc ça change un petit peu. Maintenant, bah, ouais, toi, tu es l'entraîneur de l'équipe Van Rysel-Roubaix. T'entraînes tout le monde. T'entraînes qui Non, t'entraînes quel mec. bon, c'est sûr que d'un point de vue équipe, tout le monde se structure, ça, y a pas de secret. Tout le monde tend vers le modèle des meilleurs pro teams, d'avoir les entraîneurs en interne pour savoir qui fait quoi et d'être maître de la perf, on va dire. Moi, dans l'équipe, quand j'ai contacté le manager Cyril pour me présenter quand lui a été nommé, on a échangé plusieurs fois, on s'est calé des visios avec les deux DS, donc Arnaud et Gilles. Quand on s'est mis d'accord pour travailler ensemble, que j'intègre l'équipe, on s'était dit que c'était pas une obligation que les coureurs qui arrivaient et ceux actuels changent d'entraîneur pour passer avec moi. C'était vraiment au choix ou à la carte, on va dire. Mais l'idée, c'était de ne pas casser une dynamique. Si le coureur avait un entraîneur et que ça se passait bien et que moi je pouvais accéder au plan et de pouvoir visualiser, avoir des infos quand j'ai besoin. Alors au départ, Cyril m'avait dit je pense que tu en auras entre 3 et 5, on va pas forcer on va accompagner, et au final j'en ai 9 sur les 12. Ok, ouais. Ouais, ça commence à faire 9 coureurs. Ouais, mais au moins c'est différent parce qu'au final je connais leur emploi du temps, je sais à l'avance sur les courses où ils vont aller. Euh, Là, on va dire, ça prend plus de temps sur la partie analyse, sur se creuser la tête. Par contre, sur la partie d'attendre les infos sur leur emploi du temps, etc., ça va beaucoup plus vite. Donc c'est différent. Les coureurs sont impliqués sur leur projet de perf à 100%, 105% même. Donc c'est plus facile d'avoir cet échange-là. On sait vers quoi tendre. J'essaye de les croiser quand je vais sur les courses comme sur les 4 jours. Euh, Pendant la course, je suis en voiture ou là j'ai fait assistant à passer les bidons, etc. Là, c'est pas le plus important. Par contre, c'est tous les temps off que je peux avoir de discuter après la course, dans le bus, au petit-déj le matin, autour d'un café. C'est ce temps-là que je trouve précieux, où tu peux discuter avec le mec bien plus facile que par WhatsApp ou par un appel. Tu discutes, t'es posé, et ces petits échanges-là sont vachement importants pour le côté entraîneur-entraîné, cette relation qui fait qui pour moi aujourd'hui,
c'est la clé en fait d'avoir une progression. Non, c'est clair. C'est la grosse différence entre être entraîneur à distance seulement, avec potentiellement des mecs qui sont chez les pros, mais en tout cas qu'on n'est pas interne à l'équipe. Ou là, voilà, quand tu es interne à l'équipe, bah, tu fais vraiment partie C'est de ça. l'équipe et puis bah, aussi des objectifs tu as intégrés dans la vision long terme. J'imagine que donc le manager t'a présenté un petit peu la vision de l'équipe, parce que lui, donc, il a repris l'équipe à partir de cette année. C'est ce qui s'est passé là quand tu l'as contacté au début? Ouais, en fait, lui, il a été nommé en avril l'année dernière, donc ça fait 1 an qu'il est en poste et il a restructuré. Moi, je l'avais contacté en mai l'année dernière. Je me suis présenté en disant, bon, en fait, je suis pas si loin du service course. Et lui, il m'avait dit, c'était dans ses réflexions, c'était de trouver un budget parce que voilà, en Conti, il faut pas se cacher, c'est le budget qui est le nerf de la guerre. Quand il a réussi à mettre tout au bout à bout, bah, il m'a proposé le projet. Bon, le projet est connu, avec une ambition de participer à Paris-Roubaix d'ici 2030. Il y a encore quelques années, c'est de trouver un budget, d'avoir des partenaires solides. Donc on a déjà un Van Rysel qui nous met à disposition à des vélos, on va pas dire les meilleurs du marché, mais qui font partie des meilleurs, des vélos ultra rapides, etc. Donc ça là-dessus, c'est vraiment une grosse clé en termes d'aéro, en termes de... Les mecs à l'entraînement, ils roulent en récup à 33 de moyenne. Le vélo fait que l'aéro, aujourd'hui, est partie prenante de la perf. Donc voilà, j'ai intégré l'équipe comme ça. Euh, j'ai pas participé aux réunions entre DS et coureurs pour savoir les ambitions de chacun, mais après voilà, le coureur, le DS me font un petit peu un débrief en me disant voilà, là où on l'attend. Moi j'ai discuté avec chaque coureur, j'ai pris du temps avec les coureurs qui étaient déjà dans l'équipe, avec les nouveaux déjà pour me présenter ma philosophie, et après j'ai passé le stage de décembre avec eux, stage de janvier, donc au final ça met bout à bout. Les coureurs savent aussi que je regarde les courses, etc. Donc même c'est ce que certains m'ont dit. Au-delà d'être, il me dit que tu sois bon ou pas bon, c'est surtout en fait on sait que tu nous accompagnes et que tu nous suis. Ça c'est hyper important. Où, en fait il te fait le retour où il a une galère sur une séance, il va t'envoyer un message, il sait très bien que je vais assez rapidement répondre, réagir, adapter, lui dire ce qui a été, pas été. Il dit mais voilà en fait c'est ça, c'est cet accompagnement là qui fait que on sait que t'es derrière nous, on peut te poser les questions, on avance et c'est hyper important, je pense, pour être rassuré, quoi. Ouais, et puis bah, il y a aussi ouais, la confiance qui se crée. Et mine de rien, ça se joue quand même assez tôt, je trouve, dans une collaboration. Euh, et là, bah, le début de saison a été très bon. Je pense que ça a forcément Ah bah, aidé ça, c'est, à ton intégration dans l'équipe, quoi. c'est clair, c'est clair. Déjà, quand t'es dans le coup sur les 3 courses en Espagne où les mecs se font pas taper sur le casque, après t'arrives première course en France, la Marseillaise, t'as Louis Ardouin qui sort à 10 bornes de l'arrivée, qui se fait reprendre pas très loin, Max Jarnet qui fait 9 derrière de mémoire, et dans la foulée à Bessèges, il y a Jo Permans qui gagne, avec devant quelques beaux clients. Ça lance sa dynamique, en sachant que il y avait Arnaud Tandon qui était pas passé loin la veille, ou l'avant-veille, il se fait reprendre. La semaine d'après au Provence, il gagne. Et là aujourd'hui, on est à 4 victoires, on a un tiers de l'effectif qui a gagné. Et les 12 coureurs ont des points UCI. Donc c'est ça aussi qui lance la dynamique de l'équipe, c'est que il n'y a pas un coureur qui tire l'équipe vers le haut, c'est les 12 coureurs qui sont là et qui ont tous leur chance et qui sont en capacité de scorer, de faire des places. Et ça c'est ce qui est important. Et donc du coup, ça nous permet de rivaliser, comme sur les 4 jours là aujourd'hui, la semaine dernière. On fait 3 et 4 sur une étape. Il y a Yope qui fait 5 sur l'étape des pavés avec des gros clients qui sont sortis. Il fait encore 8 sur l'étape finale. Ouais, c'est pas mal, quoi. Ouais, non, mais carrément, mais ça, c'est super important dans une équipe. Alors, des fois, on n'est pas toujours maître des dynamiques, mais quand la dynamique est bonne, en tout cas, on sait que c'est un cercle vertueux derrière. La tendance s'inverse difficilement une fois qu'elle est partie dans la bonne direction. Tu l'expliques un peu? Est-ce que les DS l'expliquent un peu par rapport aux années précédentes? Voilà, bon, toi qui arrives dans la Ouais, moi, saison. j'étais pas là les années précédentes, donc c'est compliqué de se dire qu'est-ce qu'on a changé ou pas, en sachant que l'effectif a été renouvelé de 50% aussi. Quand tu mets tout bout à bout, on est passé sur le RCR, qui est aéro, donc vélo qui fait partie des meilleurs vélos du marché, mine de rien, ça aide aujourd'hui. Je pense qu'au final, on part sur un pied d'égalité versus les meilleurs World Tour, donc ça c'est déjà un gros point. Là, après au niveau entraînement, moi j'avais préparé les gars en disant qu'il faut être prêt dès le début de saison, parce que si tu te fais taper sur le casque dès le début de saison, c'est compliqué en se disant en fait fin février t'as pas vu le jour. Là fin février on avait 2 victoires. Donc voilà, on se dit bon, on est capable, les coureurs aussi vont se rendre compte qu'ils sont capables de faire des résultats, qu'ils sont présents. Donc voilà, ça lance la dynamique. Après il y a aussi
nos directeurs sportifs, les deux DS, Arnaud et Gilles, qui essayent vraiment de positiver, de dire aux coureurs d'essayer, d'oser, quand dans tous les cas, c'est pas nous qu'on attend, c'est pas à nous de prendre la course en main. Par rapport à notre effectif, par rapport aux ambitions et face aux clients qui sont présents au départ de chaque course, c'est pas nous, mais par contre on peut jouer les troubles faits, on peut essayer en osant, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, et je pense que voilà, une fois que la dynamique est lancée, les coureurs se font confiance, ils se rendent compte aussi que les uns les autres peuvent être très solides, et c'est plus facile d'aller donner un petit coup de main au collègue quand aujourd'hui il est bien, parce qu'on sait qu'il va aller faire un petit résultat, et après c'est positif et bénéfique. Puis voilà, on essaye de structurer, mettre des choses en place, on va dire, en ayant conscience qu'on ne pourra jamais rivaliser directement avec une World Tour, parce qu'en termes de moyens, ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire, mais on essaye d'être maître de notre projet et de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser pour faire progresser les coureurs, etc. Ouais. Non, carrément. On va commencer à parler un peu entraînement. Cet hiver, ceux qui ont suivi les vlogs en Espagne que j'ai fait ont vu qu'on avait fait des tests lactate. C'était en janvier, il me semble, ouais. Qu'est-ce que tu en as fait de ces tests? Est-ce que tu en as refait après? Alors, on avait mesuré les seuils au mois de janvier. Voilà, comment tu as utilisé derrière ces données? Alors moi, ça a été surtout pour aller chercher le LT1 finalement. Parce que le LT2, il est assez proche de la FTP, la MFTP ou puissance critique, peu importe comment on l'appelle. Cette modélisation mathématique avec les données de puissance, on arrive à retrouver pas assez finement, mais on va dire on est assez proche du deuxième seuil. C'était vraiment pour le bloc premier seuil LT1, parce que j'ai fait faire beaucoup de LT1 à ces athlètes-là pour essayer de repousser le premier seuil au max, pour dire au final en course, tant qu'ils sont en dessous leur premier seuil, voilà, on utilise plus de graisse, etc. On économise, et être meilleur sur les fins de course, c'est la durabilité. Aujourd'hui, c'est un élément essentiel chez les pros. Il faut être capable de sortir des gros watts, mais après pas mal de kilojoules. Donc avoir un premier seuil assez élevé permet d'être à l'économie et d'être capable de sortir des watts en fin de course. Donc c'est vraiment été mon axe de travail. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait du premier seuil, tous. Donc ça m'a vraiment servi à ça. Et après, du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de les retester. Parce qu'au final, avec notre calendrier et qu'avec 12 coureurs, c'est compliqué de mettre des périodes où on pourrait retester. Ça s'enchaîne et c'est quasi impossible. Ouais, non, carrément. Carrément, mais c'est vrai que c'est la période la plus importante finalement pour l'entraînement. Quand on est un cycliste pro, c'est là où on s'entraîne vraiment, c'est l'hiver. Après, en saison, c'est quand même compliqué, surtout sur un effectif conti, de vraiment placer des blocs d'entraînement. Et ça vient de me revenir, c'était en décembre qu'on a fait les tests. C'était en décembre, parce qu'en janvier, on a, avec certains, j'ai fait du contrôle de LT1 en disant, voilà, on a pris au pied la lactatémie et au sommet aussi pour vérifier si, à l'intensité donnée, ils étaient toujours bien autour du premier seuil. Donc on avait fait ça en décembre et contrôle, entre guillemets, pour certains sur des exotypes en janvier. Ouais, ok, ouais. T'avais vu des progressions? T'avais vu à peu près la même chose entre décembre et janvier? C'était assez proche finalement, parce qu'au final on s'est vu, nous on avait fait les tests de mémoire autour du 18 ou 20 décembre, et le 11 ou 12 janvier on était en Espagne, en sachant que les coureurs sont rentrés, période de récup, période de fête, présentation le 9 janvier, et le 10 janvier on était déjà en Espagne. Donc tu vois, il n'y a pas eu le temps d'avoir assez de séances clés entre les deux pour aller chercher des gros gains. Ouais, c'est ça. Et du coup, les séances premier seuil, pour toi, ça ressemble à quoi? Alors ça dépend, mais au final, tu vois, il y en a qui ont fait du 4x15, 3x15, 3x20, 4x20, ou certains après X heures de vélo. Tu vois, j'ai essayé de varier, d'avoir cette progressivité, d'aller rechercher. Donc tu vois, j'ai pas une séance type, mais tu vois, ça peut être. Je commence souvent par le 3x15 avec 10 minutes de récup entre chaque, après je passe à 3x15, 5, 3x20, 4x20, et j'augmente, ou après je peux faire des blocs sur 4 heures, 2 blocs de 15 par 4 heures, par heure, pardon. Ce qui fait que ça fait du temps cumulé. J'essaie vraiment d'avoir ce temps cumulé qui augmente, et aussi le temps de récup réduit, tout en suivant après les métriques cardio, etc., pour éviter que ça explose. De bien aussi expliquer que le premier seuil, c'est vraiment le haut de l'endurance, donc peut-être pas avoir peur aussi de réduire un peu les watts sur la fin si on sent que on a cette bascule qui est passée et que on cherche quand même à maintenir cette stabilité en haut du premier seuil, qu'on va dire, de l'endurance. Donc de chercher à réduire un peu les watts pour garder cette stabilité physio. Voilà, c'était vraiment plutôt ce côté information éducatif, et c'est aussi l'intérêt, je trouve, des tests lactate, d'expliquer aux coureurs comment la physiologie fonctionne, comment son corps fonctionne, et d'avoir les courbes de lactatémie, cardio, puissance qui se croisent. C'est la meilleure explication pour comprendre. Tu vois, à 10 watts près, tu passes de je suis en endurance et je peux tenir à ça y est, physiologiquement, tu commences à dériver. Ouais.
Ah bah ça, on est carrément d'accord. Moi, c'est un des gros bénéfices que je vois au test lactate, c'est qu'effectivement, on croit beaucoup plus à son entraînement derrière, on va tendance à beaucoup plus respecter les zones. Alors, je dis pas que voilà, faut respecter les zones au watt près, mais en tout cas, notamment sur le premier seuil, où quelqu'un qui n'a pas fait de test lactate peut avoir tendance à en rajouter un petit peu, à peut-être presque se mentir à soi-même, à se dire oui, non, mais c'est bon, je suis en contrôle, c'est ma zone encore facile, entre guillemets, alors qu'en réalité, il est quand même 10-15 watts au-dessus. Mais non, mais c'est ça. Mais il se rend pas compte de l'impact parce que bah oui, quand on n'a jamais fait de test physio, on se dit que 10-15 watts, bon, ça change pas grand-chose. Alors que quand on fait un test lactate, c'est là qu'on voit que ah ouais, ok, même avec 15 watts d'écart, on observe une vraie différence physiologique et que du coup, bah, il y a quand même un vrai intérêt à être dans la bonne C'est zone. exactement ce que bah, tu étais avec moi lorsqu'on a fait les tests. Pour certains, ils ont fait beaucoup de paliers parce que les premiers, ils sont restés sous le premier seuil. Et pour d'autres, en fait, dès le troisième palier, ils allaient passer le premier seuil. Et Ouais. donc, si on reprend les pourcentages de puissance critique, bah, pour certains, on est à 80%, pour d'autres, on est à 88%. Donc, il y a quand même un gros delta et c'est l'individualisation. Je pense qu'à ce niveau-là, pas sur du programme générique, on individualise pour aller chercher les petits gains de performance de watts pour chacun. Ce qui fait que bah, le but, c'est de gonfler le moteur de tout le monde. Donc, si on arrive à être individualisé, chacun progressera mieux et à son rythme que de balancer un programme ou se dire, bon, là, on fait des exos à X% pour tout le monde. Ça n'aura pas le même effet, pas le même impact pour chacun. Ouais. Non, mais carrément, ouais, d'autant plus pour la zone premier seuil quand même qui est vraiment variable. Et sur les séances, du coup, tu leur disais de cibler vraiment le premier seuil autour de aller 10 watts en dessous ou Ouais, moi, c'est je une suis zone plus large? Comment tu... plutôt dans le côté protectionniste. Donc, du coup, je cible la zone. Le haut de la zone, c'est le premier seuil, et le bas de la zone, c'est 10-15 watts en moins, tu vois, et de côté perceptif, RPE, d'être autour des 4, 5 sur 10, faut pas que ça soit plus difficile. De se dire aussi en termes de respiration, en termes de sensation, je ne suis pas en endurance, je suis légèrement essoufflé, mais je suis pas à bloc, je pourrais tenir. L'idée, c'est ça aussi, c'est être capable de tenir. Si tu es au-dessus, dans tous les cas, tu sens que ta respiration, tu vas te parler difficilement et tu vas tendre vers des RPE qui vont beaucoup monter. Alors que vraiment le premier seuil, c'est le contrôle, c'est la balance, c'est la bascule entre endurance et les intensités qui font que tu n'es plus en endurance. D'avoir vraiment cette explication-là, le côté protectionniste, ouais, de se dire être capable d'accumuler du temps, que de vouloir être au top de la zone et tu vois, faire que 3 fois 20 et le quatrième, de dire ah ben en fait j'arrive déjà plus à tenir les watts et exploser complètement. Donc, carrément. Et en temps maximal par séance, tu mettais combien de temps? Je pense que certains ont fait jusqu'à ouais, 1h30. Alors, j'ai plus de tête toutes mes séances, mais ouais, tu vois, j'essaye d'être très variable même pour eux, pour se dire, pas faire toujours la même séance. Tu vois. Contrairement au modèle norvégien, quand on avait fait l'analyse d'Abraham Hansen, qui fait très souvent les mêmes séances, ou même sur Home Trainer, le 6x10, 8x10, etc. Moi, j'essaye quand même de varier pour que le coureur se dise, voilà, c'est pas monotone non plus. Parce que c'est du travail, faut être très focus, etc. Donc, tu vois, comme je disais auparavant, tu peux faire 4x20, ben en fait sur 4 heures je faisais faire 2x20 en première heure et 2x20 en quatrième heure. Et pourtant en temps cumulé premier seuil on était la même chose, mais le travail n'est pas le même, c'est pas le même emplacement. Sur le côté être focus sur ses watts, bah, c'est pas un enchaînement de 4x20, c'est 2x20, donc tu te concentres 2x 20 minutes, après c'est les zones 2 basiques, et tu te reconcentres 2x20 minutes, on travaille sur la fatigue. Tu vois, il y a plein de petites imbrications, j'essaye d'être comme ça, de se dire, de faire des séances qui sont pas monotones, pour que l'athlète soit qui se disent bah, en fait c'est bien, mes séances elles changent. Et comme je leur mets toujours en commentaire que les séances ne sont pas respectées à minute près non plus, hein, comme je leur ai dit, tu fais 2 fois 20 minutes de premier seuil, tu es dans un call qui fait que 18 minutes, bon bah te prends pas la tête en fait, termine avec 18 minutes, et si après ça fait 21 minutes, bah, ça fera 21 minutes. On n'est pas des robots, pas des machines, en course tout n'est pas à la minute, à la seconde près, donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être capable de passer des bonnes séances, de savoir pourquoi on les fait, et de prendre aussi plaisir sur le vélo, tu vois, pour que tout se passe bien. Et une fois que toutes ces petites pièces se rajoutent au puzzle, en fait, on est capable d'accumuler du travail, du beau volume, et tout se fait bien. On est capable d'enchaîner sans non plus être au bout d'une semaine à 25 heures, se dire ouais, je suis cramé à la fin de la semaine, quoi. L'idée, c'est d'être capable d'encaisser cette charge, Ouais, ou ces carrément. charges d'entraînement. Ouais. Et en saison, est-ce que tu en fais encore du travail premier seuil? Tout va dépendre, tu vois, du calendrier. C'est pareil. Ça va dépendre vraiment de combien j'ai de temps entre le week-end de course qui vient de s'écouler et le prochain week-end de course. Nous, c'est assez compliqué quand t'as que 12 coureurs.
avec le calendrier français auquel on est obligé de participer, on enchaîne, tu vois, par exemple le mois d'avril, on a enchaîné des week-ends en Bretagne, ce qui fait que les coureurs, ils repartent le lundi pour revenir le jeudi ou vendredi. Donc, priorité à la récupération, être capable d'enchaîner. J'ai Kylian Théo qui, il en a parlé sur un interview Direct Vélo, qui, avant le Pays de la Loire Tour, m'a envoyé un message pour me dire j'ai l'impression que je suis en pic de forme, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, en fait, moi perso, je raisonne pas en mode pic de forme, je raisonne en fait d'être au meilleur de tes capacités sur chaque course. Parce qu'au final, à notre niveau, on n'est pas comme Decat et Paul Sexas qui sélectionnent ses courses et qui peut faire une préparation en amont, en stage en altitude, etc. Nous, on peut pas faire ça. On enchaîne les courses depuis février et peut-être quand t'as pas 15 jours de course, c'est vraiment le maxi qu'ils peuvent avoir. Donc je lui dis, voilà, l'idée c'est d'être de récupérer et qu'à chaque week-end de course ou lorsque tu es sur chaque course, tu es capable de jouer pour aller scorer, etc. Au final, il fait un très bon Pays de la Loire Tour, il fait un très bon Tour de Bretagne avec une victoire. Là, il a encore été solide là et c'est d'être capable de récupérer. Donc tu vois, en soi, c'est des séances de rappel par-ci par-là, remettre du volume long à basse intensité parce qu'au final, quand tu sors d'un Tour de Bretagne avec 7 jours de course, ça fait, en termes de charge, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Donc récupérer, être capable d'assimiler ce qui vient de se passer et surtout être capable de recourir dès la semaine d'après, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, une fois qu'on est en saison, finalement, pour l'entraîneur, c'est pas tant se creuser la tête sur l'entraînement lui-même, c'est plus la gestion de la charge, gestion de la fatigue. Gestion de la charge, gestion de la fatigue, gestion de la récup, tu vois. Là, on en discutait avec Arnaud Tandon, donc le Suisse, qui est reparti des 4 jours dimanche soir. Dès la course finie, il a été prendre sa douche, il est parti pour prendre le premier train possible, puis au final, avec les trains, 90 minutes de retard, il est rentré chez lui à 2 ou 3 heures du matin, quoi. Et donc, le lundi, oui, il a dormi dans son lit, etc. Mais lundi, t'es encore fatigué alors que t'as fait ton trajet la veille. Et tu vois, je me posais la question de faire une sorte de questionnaire sur la gestion du trajet. Parce qu'au final, tu peux faire un trajet de 4 heures qui peut être hyper stressant et t'arrives, ton trajet t'a cramé. Et inversement, un trajet de 6 heures où au final, t'es en TGV tout du long, t'es monté dans le train, t'es dans la même ligne, ton trajet est cool, t'as pu manger, t'as pu te reposer, etc. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de métrique ou de me dire, voilà, est-ce qu'au final, le mec est cramé de son trajet ou au contraire, pas du tout, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment... Quand les mecs font le trajet le jeudi et repartent le lundi, au final, t'as 2 trajets en plus de 2 ou 3 jours de compétition. Et donc c'est cette charge-là en fait qu'on ne mesure pas. On mesure les watts, on mesure les kilojoules, etc. Donc ça, tout ce qui est course, on est capable de chiffrer, mais par contre, est-ce que le trajet a été fatigant? Tu vois, cette notion de fatigue qui est entre guillemets invisible et assez difficile à cerner. Ouais, et puis si tu veux évaluer vraiment son impact, t'as pas le choix de le mesurer. Puis après, si tu commences à le mesurer, peut-être qu'à court terme, tu vas pas vraiment en dégager quelque chose, mais à long terme, en croisant un peu toutes les données, tu arriveras à dégager une tendance de dire ok, ouais, les semaines où il y a les trajets quand même un petit peu plus compliqués, ça impacte à ce point-là son entraînement, son HRV, sa FC de repos par exemple, ou tout ce genre de choses, quoi. Non, mais l'idée c'est ça. Et aussi peut-être, tu vois, d'apporter une solution en se disant, si on fait le trajet le jeudi pour lui, est-ce qu'au final ça serait pas plus économique pour lui d'un point de vue physique, fatigue, de faire le trajet le mercredi, tu vois, de faire le lien avec le budget de l'équipe, de se dire est-ce qu'au final une nuit d'hôtel, ça vaut le coup de la payer supplémentaire, d'avoir quelqu'un qui le récupère à l'hôtel le mercredi, tu vois, en fonction des objectifs, etc., de comment on peut placer ce trajet. En fait, c'est des réflexions et du coup, si tu arrives à apporter avec des éléments, c'est quand même plus simple pour expliquer aux collègues et à Cyril comment on peut essayer d'avancer des choses sans faire des choses de fou en fait, mais c'est de se dire voilà, en échangeant, en essayant d'améliorer la perf de tout le monde. Ouais, c'est ça, de toute façon c'est faire des choix intelligents, c'est ça, dans la gestion d'une équipe, il y a toujours un choix plus smart qu'un autre, et que selon les personnes impliquées dans la prise de décision, parfois c'est pas forcément les bons choix qui sont faits, et qu'en essayant d'optimiser tout ça, il y a forcément des choses à faire sans pour autant coûter beaucoup plus cher, quoi. C'est ça, c'est d'être réfléchi en se disant voilà, c'est sûr, on va pas dire il faut qu'on parte la semaine d'avant, il faudrait qu'on change les matelas d'hôtel, etc. On n'a pas les moyens de faire ça, faut être honnête. On pourrait dire c'est l'idéal, mais dans tous les cas, nous on peut pas mettre ça en place. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place à notre échelle pour que ça se passe du mieux possible? Donc, tu vois, c'est des choses où tu vois, je note dans un coin, j'avance et je me dis voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, ce score de trajet, je vais essayer de le mettre en place pour dire voilà, en fait, c'est juste un questionnaire, mais est-ce que c'est vraiment, tu vois, entre le perceptif et est-ce que le mec dès le lendemain a bien récupéré ou pas? On le verra avec plusieurs questionnaires, mais tu vois, c'est l'idée. Et donc, du coup, quand tu es dans une équipe où tu as 12 coureurs qui enchaînent les courses, tu vois, là, par exemple, il y en a qui ont terminé les 4 jours dimanche.
Et certains repartent, on en a 2 qui repartent dès jeudi sur les boucles de la Mayenne. Ce qui fait que tu fais trajet lundi et mercredi. Ouais, c'est ça. Non, dimanche soir et mercredi. Et donc, du coup, ton lundi, c'est repos ou récup. Et 2 jours après, tu es déjà reparti. Donc là, en termes d'entraînement, il n'y a pas grand chose à faire à part récupérer et être prêt à enchaîner, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour revenir sur le lactate, tu avais testé aussi un capteur de lactate en continu. Est-ce que tu fais toujours des tests actuellement? Est-ce que tu peux nous en Ouais, parler un petit peu? alors c'est une société taïwanaise avec qui j'ai été mis en contact, donc Point Fit ou Point Fit. C'est un capteur, c'est une sorte de patch que tu colles sur l'avant-bras avec un boîtier, une petite languette que tu viens mettre dans un boîtier de la taille d'un, ouais, plus petit qu'une Apple Watch, on va dire un bracelet Whoop. Et cet appareil-là alors, se connecte pour le moment sur une application Bluetooth pour avoir l'enregistrement des données. Et si tu veux voir toi, en tant qu'entraîneur ou en continu, tu te connectes sur l'application et tu peux voir cette courbe de c'est pas la lactatémie parce que ce n'est pas en millimol. Alors le capteur, je sais plus exactement l'échelle, mais en soi c'est électronique avec la transpiration, etc. J'ai plus la référence exacte. Eux, l'idée, ils vont essayer de développer pour pouvoir convertir en millimol pour que ça soit bien plus parlant par rapport à celui qui fait un test lactate, se dire voilà pour le premier seuil, etc. Pour ensuite peut-être le mettre sur le compteur, sur ton Garmin, d'avoir cette valeur-là. Donc je les ai rencontrés, ils m'ont présenté la solution. L'idée, voilà, c'est pas, j'ai pas de partenariat avec eux ni rien, mais moi je me suis dit d'un point de vue perf, c'est hyper intéressant de se dire, en fait, on peut avoir la lactatémie en continu. Donc d'un point de vue économique, quand tu vois qu'une bandelette coûte 2,50 € et qu'un patch à produire coûte autour des 10 $, sauf qu'en termes de mesure, en fait, on est vraiment en continu. Donc on a une multitude de points. On pourrait aussi l'utiliser lors des compétitions pour mieux cerner, mieux comprendre euh, qu'est-ce qui se passe en course. Est-ce que premier seuil, deuxième seuil, est-ce que ça dérive ou au contraire ça ne dérive pas, pour pouvoir mieux interpréter. Dans tous les cas, plus on a de données, mieux c'est pour tout croiser. Donc je devrais peut-être tester en course dès que j'aurai plus d'éléments et être capable de tester. Aujourd'hui, j'ai pas de matériel chez moi pour le faire. Ok, ouais. C'était Ok. plutôt, on va dire, une démonstration et me montrer et d'avoir un premier retour sur d'un point de vue perf. Est-ce que l'athlète, tu vois, ils ont été aussi avec Red Bull. Donc Ok. c'est surtout tester. Eux en mode labo, ça fonctionne plutôt bien. Si tu mesures en lactatémie à côté, ça fonctionne bien. Mais est-ce qu'on continue, tu vois, moi c'est les questions que j'aurais posées. Est-ce qu'au bout de 4 heures, sous la pluie, est-ce que le patch ne se décolle pas, quoi? Mhm. Non, mais c'est sûr. Et justement, du coup, alors est-ce que tu penses que c'est un produit qui est prêt ou est-ce qu'il y a encore un peu de travail? Y a du travail sur le côté miniaturisation du boîtier, connexion avec le compteur à l'avenir pour qu'au final, sur un fichier FIT, tu as tout qui soit aligné. Pour le côté synchronisation, pour nous, ça serait plus facile en tant qu'entraîneur. Si c'est pour commencer à faire du fichier Excel dans tous les sens, c'est un peu de perte de temps. Mais moi, dans la présentation, tu vois, alors après, j'ai tendance à y croire. Je me dis, ouais, en fait, avec aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, etc., euh, ça serait pas étonnant, même si quand tu lis la littérature scientifique sur tout ce qui est capteur qui se base sur la transpiration, il y a quand même une certaine marge d'erreur. Donc à voir, est-ce qu'ils seront capables de sortir un produit qui soit correct dès le début et après plus qu'à croiser avec la lactatémie. Donc sur un test lactate, est-ce qu'au final on retrouve bien des millimoles relativement proches, même si au final la mesure ne sera pas au même endroit, mais est-ce qu'on est quand même proche et avec le temps, est-ce que cette mesure, ce capteur, est toujours aussi fiable, admettons, au bout d'une demi-heure versus au bout de 3 heures. Mais à partir de là, quand tu es capable de mesurer certaines valeurs, certaines données physio juste à partir de la transpiration, pour moi je trouve que c'est hyper intéressant en sachant que c'est non invasif pour l'athlète. Tu colles le patch, il n'y a aucune... tu piques pas la peau, c'est juste collé sur un endroit, sur l'avant-bras et tu mets le boîtier et ça t'envoie les données. Et ils font plusieurs mesures sur la température corporelle, la transpiration, et après j'ai plus exactement les autres métriques qu'ils mesurent. Ok. Donc, du coup je trouve ça assez intéressant. Alors après ils voudront aussi, ils m'ont dit, d'essayer de le miniaturiser pour le mettre au niveau de la ceinture cardio, comme ça au lieu de prendre un brassard qui est connecté, en fait tu le clips sur la ceinture cardio comme le capteur corps température, corps body temp. Au final pour l'athlète c'est rien, c'est collé là, après la course il enlève sa ceinture, il enlève le patch, et voilà. Donc, Ouais. sur ce côté-là, pertinence, non invasif, c'est hyper intéressant. Ok, ok. Ouais, ouais, donc bon, il y a encore un peu de travail, mais on peut imaginer que ça arrive depuis le temps qu'on en entend parler. Bon,
En sachant quoi, j'ai vu, il y avait d'autres marques aussi, d'autres sociétés qui essayent de faire ça. Donc aujourd'hui, avec la technologie, avec l'IA, etc., on est quand même capable de réfléchir, de faire des choses et de croiser beaucoup plus vite les données qu'il y a quelques années. Donc là-dessus, j'y crois. Sur le côté miniaturisation du boîtier, eux, ils m'ont dit en Asie, c'est pas le souci pour trouver des personnes capables de le boîtier qui est la taille d'un bracelet Whoop aujourd'hui, de le réduire, quoi. Mm, mm. Ok, non, bah, intéressant à suivre. Là, ouais, t'es encore en contact avec eux, tu sais ce qui se passe de leur côté? Ouais, alors après, je suis pas en contact très régulier, mais tu vois, on s'était fait deux trois retours après, et moi, je leur avais dit que dans l'idéal, ça serait quand même pertinent de le tester en compétition pour voir un peu les données, même pour moi, d'un point de vue curiosité. Et eux, je sais qu'ils avaient plusieurs deadlines à faire sur leur développement, sur le côté. Là, c'était plutôt industrialisation, ils arrivaient à avoir des patchs, mais pas en quantité illimitée. Tous les patchs qu'ils avaient, c'était limité, donc ils pouvaient pas m'en laisser. Pareil au niveau du boîtier, tu vois, c'est vraiment. Voilà, c'est pas du développement maison, mais ça avance Ouais, ouais. pour faire des tests et des validations. Donc là, ils avaient pas de quoi me laisser un boîtier, un stock de patchs pour coller, pour pouvoir. Donc, tu vois, l'idée, c'est ça. Moi, j'aurais dit, j'aimerais bien tester en mode en compétition et sur certains entraînements comme du L1, etc., pour vraiment voir les variations, d'aller croiser avec de la mesure lactate avant, pendant, après, pour voir si ce qui a été mesuré, ce que j'ai mesuré, est-ce que ça se croise bien, comment ça peut être exploité ensuite. Ouais, il y a encore beaucoup de travail, je pense, quand même, au-delà du capteur qui fonctionne bien, qui est bien miniaturisé, etc. C'est aussi bah, derrière le travail de l'entraîneur, de bien comprendre les données, comment les Clairement. utiliser, parce que c'est quand même une donnée différente de la lactatémie qu'on a d'habitude Bah, là, actuellement, tant d'appréhender. qu'ils font pas on va dire la- le calcul, la modification de la valeur qui est mesurée, parce qu'au final, c'est juste un signal électrique là qui est mesuré. Donc tu vois, ça n'a rien à voir avec les millimoles. Et le jour où on peut basculer en millimoles, bah, en fait, c'est déjà plus parlant pour l'athlète. Ou même si après, tu vois, il faut vraiment qu'on ait cette capable d'avoir cette corrélation en disant, voilà, là c'est ça, ça correspond à X millimoles. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai la lactatémie et leur valeur d'un côté, faut voir est-ce que ça croît, est-ce que ça décroît en même temps. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là d'avoir cette maîtrise de l'outil. Tu as aussi pareil l'emplacement. Est-ce que si je le colle bien sur l'avant-bras, mes valeurs vont être toujours bonnes. Donc tout ça, c'est bien beau d'avoir une nouvelle technologie qui, pour moi, bah, c'est hyper intéressant. Mais c'est surtout comment on l'exploite derrière et est-ce qu'on l'utilise bien pour être sûr qu'on ait bien les bonnes valeurs qui remontent et on se base sur des bonnes valeurs. Mm. Ouais, non mais ouais, intéressant. Euh, Est-ce que tu fais aussi des tests de puissance dans la saison, dans l'hiver? Alors dans l'hiver, nos coureurs, alors, j'ai commencé la saison où ils n'ont pas fait de test de puissance. On a repris, donc, pour beaucoup, on a repris début novembre. On partait en stage un mois et demi après, donc dans le temps de refaire la base, etc. Les premières semaines où on ne parle pas puissance, en fait là, il n'y avait pas intérêt à faire des tests. Ensuite, pour certains, en me rebasant sur leur puissance critique de la saison précédente, j'avais cherché un peu le premier seuil via différents paliers de pourcentage. Je regardais un petit peu jusqu'à où la FCL restait assez stable. Donc tant que c'est assez stable, on est en endurance, dès que ça commence à dériver. Et à partir de là, j'ai ciblé. Pour certains, j'avais 10-15 watts d'écart avec le LT1 mesuré, en sachant que on était en col, etc. Donc il y a toujours ces petites différences-là en termes de watts. Donc tu vois, j'ai bossé comme ça, donc pas de test. Ensuite, ils ont fait le test 5 et 20 minutes en Espagne, parce que bah, c'est toujours intéressant par rapport à une logique de comparaison versus les années précédentes, quand on a des tests de référence, bah, se dire voilà, c'est ça. En plus, ceux qui étaient déjà dans l'équipe avaient fait les tests au même endroit l'année d'avant, donc côté comparaison. Même pour les deux directeurs sportifs, bah, Gilles a fait plusieurs équipes, Arnaud a fait plusieurs années avec Roubaix. Euh, pour eux aussi, c'est une référence. En fait, rien qu'autant sur le 20 minutes qu'on a fait dans Valdebo. Valdebo, ouais. Mm. Ouais, on a fait dans Valdebo, ça fait pas 20 minutes, c'est un peu plus court. En fait, il dit, celui qui a fait un très bon temps en haut, il a mis beaucoup de watts, quoi. C'est pas, t'as pas le choix d'envoyer parce que comme il est assez roulant, tu vois, c'est assez parlant pour eux, ça voit aussi. Ça leur permet de voir le travail que les coureurs aussi effectuent. Ils disent, ah oui, non, mais là, on en a pas un qui est, tu vois, qui a 2 minutes des autres, etc. Donc, on a fait les tests là, et après, bah, avec la multitude de courses qu'on a, le PPR est évolutif avec les records, etc. Et ce qui fait que, en ayant une puissance critique, entre guillemets, dynamique, qui se base sur plusieurs jours précédents, on arrive à évoluer et d'avoir cette variation. Et donc, du coup, bah, mes zones, etc., vont suivre cette puissance critique dynamique. Ok, ouais, ouais, ouais. Ouais, même si il n'y a pas forcément d'efforts maximaux en course, finalement, tu vois qu'il y a quand même une évolution de la puissance critique de façon dynamique. Ouais, 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 oui, surtout si quand sur certaines courses vont faire leur record 3 ou 5 minutes, ou tu vois, ça va bouger tout ça, quoi.
Ok, même si c'est pas finalement un 3 et un 5 minutes vraiment max, on peut imaginer qu'à l'entraînement, il puisse faire mieux s'il se concentrait vraiment sur ce test-là, non? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que pour certains, tu te dis ton 5 minutes en course ou tu fais ton 3 minutes à mi-course ou en fin de course, bah, il y a quand même une marge si tu le fais en état frais. Mais par contre, après, ça va pas changer non plus de 50 watts. Non, c'est sûr. Tu vois, je raisonne comme ça en me disant, bah, si je leur remets un test à la semaine, bah, mine de rien, physiquement, en fait, c'est pas entre. Je pense pas que faire un 5 à 20 minutes, c'est néfaste dans l'entraînement. C'est pas, entre guillemets, un 5 c'est un exo VO2 et un 20 minutes, c'est du LT2, quoi. Donc, tu vois, Ouais, un mon raisonnement gros LT2 assez. quand même. Un bon gros LT2, mais c'est pas Oui, aussi oui. ouf qu'une grosse séance d'over-under où tu dis, ouais, le mec, Non, il mais a c'est fait clair. 45 minutes de travail cumulé. À faire un 5 et 20, c'est 25 grosses minutes d'entraînement sur une échelle où tu fais 20 heures dans la semaine. Tu vois, c'est. Non, mais c'est Mais clair. par contre, mentalement, sur le côté où tu viens de te limer sur un week-end de course, Finistère, Boucle de l'Aulne, et tu reviens et tu dis que tu repars le week-end d'après, il n'y a pas la place pour le mettre. Et sachant Non, c'est que sûr. si admettons, tu as fait 450 en course sur 5, ça tombe, tu vas faire 460 à l'entraînement sur 5. Quoi. Pour 10 watts, ça va pas changer ma puissance critique, ça va changer un peu le W', mais en soi, le W', c'est un modèle mathématique, ça reste une indication. Tu vois, c'est pas la précision ultime, donc je cherche pas j'ai pas l'occasion déjà de leur remettre des tests, d'un point de vue, comme je dis, d'un point de vue calendrier. Et j'en suis pas forcément convaincu qu'il est nécessaire quand tu enchaînes des compétitions, tu vois le PPR durabilité qui évolue, etc. Est-ce que tu as besoin de remettre ces tests-là pour tout remettre à jour? Bah, je suis pas certain. Non, non, carrément, ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais, mentalement, l'impact des tests, c'est quand même. Alors, c'est pas le même impact pour tout le monde. Il y en a qui l'encaissent mieux que d'autres, mais forcément, moi, je préfère quand même garder cette énergie mentale pour les week-ends de course plutôt que de se concentrer et de tout donner, cette ressource-là, quand même, mentale, de passer le cap de la douleur, quoi. Vraiment de continuer malgré la Ah, mais se difficulté. mettre all-in, ouais. Faire all-in C'est sur un c'est 5 à c'est ça. l'entraînement. C'est Ah non, mais ça, c'est clair. c'est pas une réserve qu'on a en illimité, quoi. Des types d'efforts-là, on peut pas le faire 4 fois dans la semaine. Parce que même si on regarde sur des courses par étapes, bah, finalement, ils vont pas faire tous les jours des all-in tout le temps. Non, mais Même c'est un mec clair. qui joue en classement général, il y a quand même des étapes où il arrive tu vois, à souffler un peu, même si c'est dur, c'est toujours en prise, etc. Mais il se met pas à fond tous les jours. Ça, des fois, je pense que les gens ont peut-être du mal à s'en rendre compte sur les courses par étapes chez les pros Non, ou mais c'est quoi, où il y a clair. quand même des jours de, entre guillemets, de transition, quoi. Ah, moi, là, j'ai modélisé, donc j'ai développé une plateforme à côté de Nolio pour. Avant, j'utilisais WKO. J'utilise toujours WKO pour certaines charts ou certains graphiques que j'ai sur WKO que j'ai pas avec Nolio. Et là, depuis, ben, avec l'IA, avec Claude, Codex, on est capable de construire une plateforme complémentaire. Donc, du coup, toutes mes données de Nolio arrivent automatiquement sur ma plateforme complémentaire. Et j'ai modélisé, euh, tu vois, les kilojoules générés au-dessus de puissance critique. Et par exemple, sur certaines courses, t'en as quasi pas. Il suffit que tu fais une étape tout peloton, t'as zéro effort quasiment au-dessus de ta puissance critique, bah, c'est euh, c'est limite une séance où il n'y a pas eu de grosse intensité. Et après, sur certaines courses, t'as quand même beaucoup de kilojoules qui vont être générés au-dessus de ta puissance critique et en fin de course. Donc cet impact-là est encore plus important. Donc, voilà, dans la gestion de. Ils sont pas tous les jours à fond, mais il y a certaines étapes qui sont bien plus énergivores que d'autres. Et donc, tu vois, aussi, si on revient sur l'échelle des tests, là de mémoire, j'ai Louis Ardouin au Finistère qui me fait son 3 minutes saison sur la dernière montée finale. Est-ce que tu vois, donc tu dis bah, ça a évolué, tu sais qu'il y a une marge de manœuvre s'il le fait au bout d'une demi-heure d'entraînement. Mais Non, ça reste un forcément. test, est-ce qu'au final, le test, c'est pas la compétition, tu vois, vaut mieux le faire. Je préfère avoir des valeurs comme ça, des records, et en échange en disant, bah, en fait, on a une petite marge, mais il l'a fait en compétition pour aller chercher un résultat. Tellement il s'est pas dit, ouais, c'est un test, là, il a fait son truc en se disant, bah, de toute façon, il y a la gagne au bout, j'ai pas le choix. Non, carrément. Puis carrément, puis bah, après sur des profils de coureurs, certains sont, quoi qu'il arrive, plus aptes à mettre des grosses puissances en course qu'à l'entraînement, parce que il y a l'adrénaline, il y a la course, parce que justement, ils se concentrent pas sur le test en lui-même. Mais Euh, c'est ça. pour d'autres, c'est compliqué les tests de puissance, ouais. C'est ça, c'est ça. Puis t'as le côté, tu te fixes souvent des watts à tenir et si tu passes à travers ce jour-là, bah, tu te remets un peu tout en question en disant ah, je suis pas en forme, je suis pas bien, etc. Alors qu'au final, bah, il suffit, il fait super chaud, t'es pas prédisposé. Puis mentalement, dès le début, tu te mets une pression avant. Tu regardes le cardio, t'as certains, le cardio il monte déjà avant le début du test parce que bah, Bah oui. petit stress avant, c'est-à-dire je vais Ouais. faire ça bien. Puis la bosse, elle s'est pas prêtée parce qu'au final, et d'autres, bah, ils ont leur montée référence qui fait 5 minutes 10 pile. En fait, pour eux, c'est pas un test. Ils la montent à fond, puis en fait, en haut, ils voient les watts qu'ils ont mis sur la durée, quoi.
Je voulais te poser la question de la musculation aussi. Est-ce que tu as des gars qui font de la muscu, qu'on en fait l'hiver, qu'on font Ouais, aussi pendant c'est la alors saison? Comment ça se passe? ils en ont quasi tous fait l'hiver. Tu vois, je me suis un peu basé sur la formation que tu avais fait, sur le côté Force Max, etc. En regardant un peu dans la littérature et tout, dans tous les cas, c'est ce qui ressort. Donc beaucoup ont fait ça. Après, je leur mets beaucoup de mobilité. Beaucoup. J'essaye de leur faire de la mobilité 2 fois par semaine. Un truc qui dure 10-15 minutes pour le côté, je leur ai dit, c'est surtout pour le côté athlétique. On est quand même sur des positions aujourd'hui avec l'aéro qui sont hyper agressives. Donc même d'un point de vue santé, d'avoir les épaules, les hanches mobiles, tu vois, du gainage. Vraiment faire ce côté-là. Après en saison, bah, c'est assez compliqué de rajouter des grosses séances de muscu. Toujours par le fait que notre calendrier est chargé et quand tu fais ton trajet lundi, tu repars le vendredi, bah en fait t'as pas récupéré et faire du vélo, t'as pas la place pour remettre des grosses charges. Et donc du coup voilà, j'essaye vraiment de. J'ai mis l'accent sur mobilité, gainage, renfort, tu vois. Et cet hiver ils ont fait beaucoup de muscu. Et après un côté des séances un peu torque sur le vélo quoi, avec des cadences autour de 50 RPM avec des newtons par kilo, tu vois, qui sont autour de 1 sur 4 minutes, tu vois, 1, 1,1, 1,2 en fonction du profil de la tête, mais des bonnes séances de muscu, quoi. De force sur le vélo, pardon. Ouais, ouais, je vois. Dès que t'as pas le. c'est- On serait dans une situation de coureur, tu vois, un Paul Sexas, un Jordan, qui ont leur calendrier fait clé en main pour eux. En fait, ils ont largement le temps de mettre plein de choses en place et c'est aujourd'hui, je pense, la différence que beaucoup de monde ne comprennent pas que bah, les leaders et les meilleurs n'enchaînent pas les courses en fait. Ils courent, quand ils arrivent sur les courses, ils sont au top et après derrière, ils préparent les prochaines échéances. Donc c'est pour ça aussi que ça roule plus vite parce qu'aujourd'hui, bah, ça part en stage en Sierra, ça fait des choses qu'à l'époque on ne faisait pas. Les leaders à l'époque enchaînaient certaines courses, aujourd'hui ils courent très peu. Donc il y a quand même beaucoup plus de temps d'entraînement pour tous. Et le fait aussi que les équipes font des dévos, bah, ça fait que tes coureurs World Tour, ils vont pas sur certaines courses. Il y a 2 dévos qui prennent la place parce que ces 2 coureurs World Tour, ils ont pas bien récupéré. Bah, c'est pas grave, on va les faire mieux récupérer pour qu'ils soient mieux sur la course d'après. Donc nous, avec nos 12 coureurs, on sera toujours limité par le calendrier et le fait que toutes les courses s'enchaînent et qu'on n'a pas cette place-là pour pouvoir mettre toutes les choses en place. C'est ça, faut faire des choix et ouais, en muscu, enfin le choix de la muscu justement, c'est pas forcément en saison le plus Le plus important. judicieux, quoi. Ouais. Ouais. Et tu vois, ça revient aussi sur le côté organisation. Je me suis plusieurs fois posé la question. Tu vois, j'en ai parlé au DS. J'ai dit, bah, pour certains coureurs qui ont déjà plusieurs années chez les pros, est-ce que ça serait pas un petit boost en plus, tu vois, d'aller faire un stage en altitude quand on n'a jamais fait? Est-ce qu'au final, se dire, bah, on enlève ce coureur-là pendant un mois, on l'emmène en altitude, ça va faire un stress qu'il n'a jamais perçu. Donc on peut s'attendre à avoir des gains. Le problème, c'est qu'après, il me dit, ouais, t'en enlèves 2 de l'équipe. Donc du coup, on n'est plus qu'à 10 pendant un mois. Donc si t'as un malade ou un blessé, eh ben, en fait, t'en as un ou deux qui vont enchaîner vraiment toutes les courses. Et à la fin du mois, il est râpé. Donc aujourd'hui, tu vois, on n'a pas cette capacité, outre du parler du côté financier de l'organisation d'un stage comme ça, de déployer du staff là-bas, ou l'entraîneur, un véhicule, etc. C'est déjà d'un point de vue logistique interne de l'équipe sur le nombre de coureurs qu'on a à notre dispo pour les courses. Ouais. Non, mais c'est clair. Bah, puis ouais, le problème, c'est que du coup, tu te retrouves dans cette situation à 10 coureurs et que après, il y a encore des malades ou blessés et que du coup, tu es obligé de rappeler ton gars qui est parti en altitude, bah là, tu fous tout en l'air, quoi. Tu fous tout en l'air et même si à la rigueur on se dit on le rappelle pas, en fait on a quand même un ou deux dans l'équipe qui pendant ce mois de course, pendant que les 2 ou 3 autres sont en stage, va enchaîner toutes les courses, puis en fait à la fin du mois, bah, c'est lui qui est out parce que bah, il faut qu'il récupère, etc. Et du coup, et tu rentres dans un cercle, ça c'est ce que m'a dit, le DS, quand tant qu'on est à 12, c'est bon, il me dit, il suffit que t'en aies un ou deux qui est malade, machin, en fait il dit, ça peut rentrer dans une spirale où tes gars ils récupèrent pas en fait. Comme on doit être minimum 6 sur les courses, t'envoies tout le monde. Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais, mais t'as pas le choix parce que bah faut être 6 au départ. Non, c'est ça, c'est ça. Et pour revenir ouais, sur le nombre de jours de course, hier, j'ai fait un podcast avec Marinus Pedersen qui m'a invité sur son podcast en anglais et on parlait de la tactique de course, de tout ça, de comment gérer finalement en fait que, bah oui, le fait de faire beaucoup de courses en France, parce que lui, voilà, il parlait des cyclistes amateurs, bah, ça permettait de beaucoup bosser sa partie technique de course, stratégie, etc. Mais que c'est peut-être moins bien d'un point de vue physio. Et je faisais le parallèle aussi maintenant avec ce qu'on voit chez les juniors et justement les U23, où maintenant bah, il y a des équipes de plus en plus structurées en junior, et justement on commence à avoir des calendriers très structurés en junior où ça court plus tous les week-ends, où justement les mecs commencent à vraiment s'envoyer de grosses charges d'entraînement. On voit les meilleurs juniors qui ont des niveaux qui sont stratosphériques. Je pense que c'est la différence avec ce qu'il y avait il y a 10 ans, où un junior,
il courait tous les week-ends du mois de février jusqu'à fin octobre. Et finalement, il faisait pas forcément de vrais blocs d'entraînement. Alors que maintenant, un junior qui est dans une Devo d'équipe World Tour, alors même qu'il est que junior, il va quand même optimiser son calendrier parce qu'il a des vraies courses par étapes, des Coupes du Monde, etc. C'est ce qui fait que les mecs progressent. Alors ils courent moins. Et après, en U23, ils passent en Devo Team. Ils vont aussi peut-être moins courir selon la Devo, parce qu'il y a des Devos qui font quand même pas tant de courses que ça. Il va boucher les trous sur les courses, justement, les classes 1 avec la World Tour. Finalement, il va faire le boulot pour les autres, mais il va pas vraiment apprendre à courir. Il va avoir quelques opportunités dans l'année pour gagner, et c'est là qu'on va lui demander de gagner pour signer son contrat, justement, avec les courses avec la Devo. Mais sauf que finalement, il a jamais trop l'habitude de Mm. progresser sur la tactique de course. Il va peut-être pas gagner. Au final, il se retrouve pas signé de contrat parce qu'il gagne pas de course. Il fait juste le boulot. Et Mais des fois, c'est on est niveau stratosphérique physiologiquement. On les refait faire un test de puissance. C'est des mecs, c'est des c'est des monstres. machines. C'est Mais des en machines. course, Mais on les voit pas c'est dans ça, quoi. c'est le constat un peu qu'on a avec Arnaud, avec Cyril, etc. Que les grosses équipes, en fait, les équipes françaises qui ont des équipes d'Evo, pour toutes les courses comme Bessèges, etc., ils n'ont pas 30 coureurs à leur disposition, ils en ont 40. Contrairement à nous, on en a que 12. Donc ce qui fait que ils enlèvent leur leader, ou ils ont deux malades, ils mettent deux coureurs de la Devo. Mais par contre, à la fin de l'année, quand tu regardes le nombre de courses des coureurs de la Devo, en étant ils seraient avec nous, ils auraient beaucoup plus de jours de course. Et quand, tu vois, il y a ce côté expérience de course, science de la course, Mm. ils la perdent. Parce qu'au final, ils n'ont pas couru du mois de mars, ils vont enchaîner 3 courses en avril, en mai, ils partent en stage, ils vont faire le championnat de France en juin. Ils ont quand même beaucoup moins de calendrier, de courses que nous. Et inversement, nous aujourd'hui, à part peut-être avoir une machine terrible, mais on peut pas prendre un mec qui sort des rangs junior 2 pour le mettre avec nous, où t'enchaînes les courses. En février, il sera obligé de courir. On peut pas se permettre de pas le faire courir. Ça tombe février et mars, t'arrives fin mars, il est pas sur les rotules, mais mine de rien, tu fais x2 sur le charge en termes de course, sur la durée, etc. Donc il faudrait qu'on soit plus pour être capable de se dire, on prend le risque de prendre un mec qui sort des rangs J2, mais on adapte son calendrier pour vraiment avoir des périodes de course, des périodes de récup, pour qu'il passe le cap progressivement, pour tu vois, être capable d'enchaîner ensuite. Mm. Non, carrément. Et oui, on s'est fait aussi ce constat-là de, quand tu regardes, t'as des bêtes de mecs qui étaient en J2, ils étaient capables de tordre des mecs en élite nationale, et ils arrivent en dévo, et t'as l'impression qu'ils perdent ce niveau-là, et ils courent après ça. Et du coup, t'arrives dans une spirale où tu cours après le résultat, donc le peu de courses qu'ils font, et déjà il y a une pression max parce qu'ils veulent scorer pour garder la place, pour sauver leur place rien que dans la dévo l'année d'après. Tu retrouves des gars sur le carreau. Et Ouais. tu vois, je fais le parallèle, ou pas le parallèle, mais tu regardes Louis Ardouin, qui passe pro sur le Tarn, où il passe pro. Aujourd'hui, c'est un mec qui a fait pas mal de courses l'année dernière, avec beaucoup de podiums, victoires, etc. Mais c'est un coursier, en fait. En course, on lui a même dit, il fait peut-être même trop d'efforts. Mais c'est un coursier parce qu'il sait courir, il veut gagner. Et tu vois, il fait des petites erreurs par-ci par-là, mais il apprend. Mais à côté de ça, il a des très très bons résultats pour sa première année chez les pros. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment ce trade-off, cet équilibre à trouver entre la progression physio, qui est effectivement compliqué quand tu enchaînes les jours de course, etc. Et quand même l'aspect course, quoi. Parce que aujourd'hui, sur le paramètre durabilité, par exemple, c'est pas que l'aspect physio qui va rentrer en compte, hein. Forcément, quelqu'un qui sait C'est mieux le, courir, qui fait ses efforts au meilleur moment, à la fin, même si ses seuils sont plus bas, il y a de grandes chances que ça soit lui qui fasse une meilleure performance, quoi. Ça, et puis être capable d'enchaîner les courses, mine de rien. Un Tour de Bretagne, 7 jours de course, avec cette année, il y avait entre 180 et 200 bornes par jour. Je pense, j'en suis convaincu, que c'est bien plus pertinent en termes d'entraînement que de te mettre 7 jours d'entraînement que tu n'arriveras pas à enchaîner à cette intensité-là, avec ce nombre de kilojoules, c'est très compliqué. Même si tu redors à l'hôtel, etc., c'est pas la meilleure des récup. Par contre, en termes de stress généré, Tour de Bretagne te génère plus de stress que 7 jours d'entraînement qui serait aussi intense, tu n'arriverais pas à le faire tout seul à l'entraînement. Ouais, non mais Et donc, carrément. tu as ce fait-là. Et quand on en revient à la durabilité, qui est, on va dire, à la mode aujourd'hui, on essaye de la mesurer. Il y a pas mal d'articles scientifiques qui essayent d'expliquer qu'est-ce que la durabilité et comment l'améliorer. Au final, tu n'as pas de consensus qui te dit c'est cette chose-là qui fait qu'on s'améliore en durabilité, c'est tout. C'est la nutrition, c'est l'entraînement, c'est la capacité à faire des efforts en fin de course. Et donc, du coup, si tu fais jamais de course à l'entraînement, c'est quand même compliqué d'aller faire des efforts après 3000 kJ, en sachant que les 3000 kJ d'avant, c'est pas juste de la zone 2. Ouais, non mais carrément. À part essayer de simuler ça, en fait, le fait de courir,
Je pense que c'est ce qui améliore la durabilité. Et ouais, c'est ce que j'ai dit aux coureurs. Là, tu vois, ce Tour de Bretagne, pour certains, c'est la première fois qu'ils enchaînaient 7 jours de course. Je leur ai dit, c'est plus intense que notre stage en Espagne qui était déjà costaud sur 10 jours. Donc, on récupère bien, ça fera un gros bloc et dans tous les cas, ça leur fait passer tous un cap, ça c'est sûr et certain. Mais de toute façon, on le voit, la littérature scientifique sur les blocs periodization avec des blocs de haute intensité, bah, sur le papier, ça fonctionne bien. Euh, Ça s'apparente à faire une course par étape finalement. Moi, à Ouais, ouais. l'entraînement, j'ai jamais fait ça personnellement, j'ai jamais donné ça à un de mes coureurs parce que c'est quand même compliqué, c'est dur à mettre en place. Par contre, sur une course par étape, bah, ça se fait naturellement et effectivement, la progression Ouais, derrière, elle peut être carrément intéressante. Ouais. que j'ai croisé Ronstad au Cycling Performance Day, et lui, c'est le roi de la périodisation par bloc, etc. Et quand il te montre les séances que les mecs se mettent, tu vois, en fait, à l'entraînement, je pense que tu fais ça. Au bout du deuxième jour, t'es encore motivé en te disant, ouais, je sais pourquoi je fais ça. Le troisième jour, quand tu refais encore son 30-15 avec les intensités, tu vas dire, oh là, c'est. Alors Ou qu'en alors, course, faut en pas faire fait, de c'est course. naturel. Quand tu as un mec qui fait jamais de course dans l'année, tu abordes ce bloc d'entraînement comme tu pourrais aborder une course par étape où finalement, Ouais, ouais, bah ouais. oui, tu abordes ça en mode t'as 7 jours, hop, paf, tu vas à fond. Mais bon, si tu fais ça et que tu fais, allez, même ne serait-ce que 20-30 courses dans l'année, 20-30 courses dans l'année, c'est quand même pas rien. Tu peux pas t'envoyer un bloc comme ça sur 7 jours, Non, quoi. mais ça, c'est clair. Et au final, tu vois, quand on revient à notre discussion courir, pas courir, je pense que tout ce qui est grimpeur, ils peuvent se permettre de faire beaucoup de stages. Parce qu'au Ouais, ouais. final, sur une course par étape, c'est souvent une ou deux, tu vois, c'est deux grosses étapes de montagne où on va l'attendre. Et que là, bah, physiologiquement, la différence, elle se fait. Il n'y a pas besoin d'avoir la technique de course, etc. Faut que tu sois là aux dernières montées ou avant-dernière montée pour faire le taf pour le leader. Et donc, du coup, quand ça roule à 7 watts kilo, bah, ceux qui sont capables de maintenir 7 watts kilo sur 40 minutes, ou, tu vois, ils vont être là. Et inversement, tout ce qui est sprinter, classic man, en fait, il faut courir pour avoir cette expérience, cette science de la course, de se placer, etc. Si t'as beau être le meilleur sprinter, etc., si tu sais pas te placer dans le train, si t'es mal placé toute la course, tu fais plein d'efforts, bah, en fait, à la fin, t'arriveras jamais à faire ton sprint, alors qu'on va dire, putain, c'est toi qui as le plus de watts kilo du peloton. Tu vois, et les pavés, etc., passer les pavés, il faut courir. Et à l'entraînement, t'as beau les passer, tu les passeras jamais avec le même stress que quand t'es au milieu de 30 mecs qui passent et t'es pas dans la. Tu prends pas les pavés comme tu le passeras à l'entraînement. Tu subis ton placement et donc de trouver la solution quand tu perces le coup de stress, de changer vite, revenir vite. Tout ça, ça s'apprend. Le meilleur apprentissage, c'est la course, hein, c'est la seule expérience. La seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est Ouais. l'expérience. Non, mais carrément. C'est souvent corrélé aussi entre un sprinter a souvent plus envie de courir qu'un grimpeur qui va avoir quand même plus envie aussi le plus s'entraîner, quoi. Le Là, sprinter c'est aime bien clair. faire des courses quand même. Puis un grimpeur, le mettre sur des chantiers où ça arrive au sprint tous les ans, c'est pas l'endroit où il prend le Mm. plus de plaisir, donc Mm. il préfère aller basculer l'entraînement. Donc voilà, mais oui, ce petit côté dévo, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué où en fait tu te dis, bah déjà certains vont préférer aller dans une dévo que venir avec nous, parce qu'ils vont se dire, bah ouais, la dévo ça fait plus rêver d'aller chez D4 CMA que d'aller chez Van Rysel Roubaix. Mais à côté de ça, nous on est capable de leur proposer un calendrier de course qui leur correspond, d'être aussi leader, d'avoir. Ouais, faut tout mettre dans la balance et c'est le projet du coureur. Et puis bah, derrière lui, pour aller à l'échelon supérieur, il n'a pas besoin de faire une saison stratosphérique en marchant tous les week-ends. Il suffit de quelques bons résultats. Souvent, ça suffit pour signer un contrat, hein. Maintenant, Ouais, puis même nous voilà. dans l'équipe où tout le monde a sa chance, tu vois, ça tourne, on n'a pas un leader unique, etc. Et donc, si tel coureur est plus amené à faire un résultat, les DS feront les choix de favoriser, de protéger ce coureur-là pour aller chercher un résultat que on va pas mettre un sprinter sur Jura-Besançon. Ouais, ouais, ouais. On essaye d'être Complètement. assez logique et que ça tourne pour qu'au final, tu aies cette dynamique-là, que les coureurs courent tous ensemble, s'aident tous les uns les autres. Mm. Ouais. Non, mais carrément. Je sais pas si je relance un sujet. On a déjà abordé pas mal de choses. Ouais, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais non, bah du coup après t'avais marqué zone 2, mais voilà, on en a parlé, zone 2, bah pareil, tout dépend aussi de quand est-ce que tu le mets. Est-ce que tu favorises zone 1, zone 2, bah ça va vraiment dépendre aussi de la période où on est, est-ce qu'on a des courses qui arrivent, est-ce on cherche à générer de la fatigue ou on cherche à stabiliser la charge. J'ai pas de réponse ultra précise, c'est vraiment euh, tout va dépendre en fait des paramètres qui vont influencer le calendrier, les prochaines courses, quand est-ce que ça arrive. Bah, c'est vraiment de l'individualisation du cas par cas et d'essayer de faire progresser les coureurs quand je peux les faire progresser et surtout stabiliser la forme bien récupérée pour être capable d'enchaîner. Ouais, carrément. Bah, pour aborder un peu la zone 2, ouais. Est-ce que du coup, tu t'en mets
t'en mets vraiment l'hiver, t'en mets toute l'année, comment tu gères J'en mets les zone toute 2? l'année et tu vois, là je me suis lancé depuis pas longtemps de faire des blocs de haute zone 2. Donc, tu vois, on est sous le premier seuil, mais haute zone 2, dans ta sortie, c'est zone 1, zone 2, avec 3 blocs de 20 ou 30 minutes, haute zone 2, et derrière, tu récupères, quoi. Et en fait, ça permet d'optimiser le temps que de se dire, bah, tu fais ta zone 2 qui peut être assez large. Bah, là, en faisant de la haute zone 2, je pense que tu as plus d'intérêt. Et derrière, quand tu refais juste 30 minutes entre chaque bloc de zone 2, tu es sur une intensité qui génère pas de fatigue. Par contre, en temps cumulé, je pense que tu es quasiment pareil. Et après, sur les sorties longues, tu vois, bah, je leur mets zone 1, zone 2. C'est vraiment d'être capable de tenir une sortie endurance en ayant une stabilité physio de rentrer sans avoir une fatigue énorme comparée à quand tu es parti pour être capable d'enchaîner. Parce que sinon, en fait, tu te rends compte que tu n'enchaînes pas. Et ça, je l'ai remarqué, pas forcément d'être avec l'équipe, mais depuis bien longtemps. Si toutes ces sorties qui doivent être faciles sont bien respectées, tu es capable d'enchaîner. Beaucoup d'athlètes ont tendance à se dire, bah, une sortie endurance, faut rentrer avec un peu de mal de jambe. Donc, ça roule haute zone 2, limite premier seuil. Donc sur une sortie, c'est pas très grave. Mais c'est surtout à l'échelle de la semaine, à l'échelle du mois, toutes ces intensités cumulées qui n'auraient pas dû être faites vraiment, qui te génèrent une fatigue, et à la fin de ta semaine, à la fin du mois, tu dis, ah bah j'ai plus de fatigue que prévu. Bah ouais, mais en fait, regarde, sur beaucoup de sorties, au lieu de rouler piano, endurance basique, tu pourrais discuter, bah en fait, tu tapes un peu dedans. Sauf que taper dedans une fois, ça va, mais taper dedans sur l'ensemble des sorties, bah à la fin, tu as un delta qui fait que tu as une fatigue et que tu n'arrives pas à récupérer aussi facilement que tu aurais dû, quoi. Non, mais carrément, bah ça, faut être vigilant en saison. L'hiver, moi j'ai tendance à rouler haute zone 2 quasiment tout le temps, même les séances où j'ai des exos, je roule avant zone 2, après zone 2 tout le temps, tout le temps. Ça fait des gros watts moyens, quasiment toutes les sorties Ouais, à bah ouais. 230, 240 watts moyens. Mais en saison, j'en suis loin, quoi. En saison, du coup, les watts moyens de mes Non, mais sorties c'est sont bien clair, plus faibles, c'est quoi, clair, parce qu'il c'est clair. faut garder de la fraîcheur, quoi. Et ça, ce qu'on dit, ça marche pour les personnes qui roulent 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, quand tu fais des grosses semaines. Par contre, quelqu'un qui roule que 3 ou 4 fois dans la semaine, qui prépare l'étape du tour, on se pose pas cette question-là. Il peut se permettre de cumuler du temps haute zone 2, premier seuil, un peu tout le temps, parce qu'au final, il a le temps de récupérer entre chaque séance, quoi. Le temps de récupérer, voilà, prendre en compte aussi qu'il travaille et tout à côté. Et, juste en termes vélo, c'est pas parce qu'il a fait quelques petites intensités par-ci par-là en plus que ça va influencer tout le reste. Honnêtement, non, c'est vraiment l'individualisation sur l'aspect zone 2 qui va Là, dépendre de là où on beaucoup. veut aller, quel programme on fait, pourquoi on le fait, voilà, tout ça. Les sensations du jour aussi, hein, parce C'est un que gros voilà, puzzle, hein. Moi, je vois ça comme un gros puzzle. On a plein de pièces un peu partout, et pour faire le meilleur puzzle, bah, on va prendre la pièce pour la mettre au bon endroit, au bon moment, pour que tout s'oriente et après, la forme et la fatigue, c'est un gros balancier. On est capable de remettre des choses, enlever des choses pour que on arrive à être finement, et il n'y a rien qui est écrit. C'est pas parce que tu vas faire une semaine à 15 heures que tu vas pas être performant le week-end. Et inversement, c'est pas parce que tu fais une grosse semaine à 25 heures que tu vas être fatigué. ouais, 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 non, carrément. Euh, Même si le volume aujourd'hui est le levier, au bout d'un moment, on ne pourra pas non plus faire des semaines à 40 heures. En fonction de l'intensité que tu mets, une semaine peut être moins chargée en volume, plus chargée en intensité, et donc du coup plus de fatigue que l'inversement. Ta grosse semaine de haut volume, qui oui te fait que tu as de la fatigue parce que tu cumules des heures de vélo, mais t'es pas fatigué par les intensités. on va s'arrêter là. Merci Max, c'était cool. Si ça vous a plu, ce type de format-là aussi, on est juste tous les deux. On peut le faire aussi avec Rémi. On peut voilà, refaire ce format-là entre nous. On a plein de sujets à aborder, hein, finalement. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Mettez-nous un commentaire si ça vous a plu et si vous voulez voir d'autres épisodes de ce type. Et puis voilà, rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de Cyclisme Performance Academy. Abonnez-vous et puis vous retrouverez dans description les liens pour suivre notre newsletter. On envoie un email par semaine avec l'analyse d'une étude scientifique. C'est gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment et voilà, vous recevrez nos conseils tous les samedis dans votre boîte mail. À bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.